ponctuellement, ça m'est arrivé de dire écoute, là, tu as besoin de beaucoup plus d'aide. Si tu veux qu'on passe un peu plus de temps, j'ai envoyé un Calendly payant. À 500 €, je vais t'aider à débloquer les situations. Mais en fait, tu te rends compte que les gens, ils veulent pas bouger. Les Parisiens, ils veulent pas bouger dans leur arrondissement, dans leur quartier. Mon objectif, c'est d'accompagner des gens qui veulent développer une activité avec un podcast. J'ai pas trop envie de lancer des podcasts de hobby. Ça m'est arrivé pour des cas très très spécifiques, mais souvent, c'est des podcasts qui ne durent pas en fait. Salut Jérémy. Salut Julien. Ça va? Ouais, ça va, putain, on a bien préparé avant de se lancer. Ouais, on a bien préparé, on a plein de prises de notes et tout. Merci de m'accueillir dans ta sublime péniche. Merci. Franchement, je sais pas si je t'envie, mais en tout cas, je trouve ça vraiment kiffant. C'est parce que toi, t'as un peu le mal de mer, c'est pour ça? Non, j'ai le mal de mer, oui, mais honnêtement, je t'ai dit, ça tangue un peu, mais ça va. Franchement, ça va. Pour l'instant, j'ai pas vomi, mais il nous reste encore jusqu'à la fin de la soirée. Mais non, je trouve ça trop kiffant. Franchement, tu t'es fait plaisir, c'est chouette, tu vois. Tu vis là, tu travailles là, tu peux inviter des gens, tu peux sous-louer. C'est trop bien, tu vas nous en parler un peu, mais… Ouais, carrément, le house hacking. C'est cool, ouais, house hacking, c'est ça. On va faire un épisode, on va dire, mise à jour, parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'on échange, et sur mon podcast, et sur le tien. D'ailleurs, on va commencer par le mien aujourd'hui, puis on fera le tien après. On mettra des liens pour renvoyer sur les deux. Voilà, on va renvoyer des liens. Envoie-moi un peu de trafic, parce que moi, je suis toujours en peine de trafic. Hein. Moi, ça stagne le podcast. Parce que c'est très qualifié. Ah ouais, c'est ça, c'est ce que j'essaie de me dire. Mais bon, la chaîne YouTube, ça va, ça monte un petit peu. Tu vois, c'est pour ça qu'on met de la vidéo. On essaie de faire des setups un peu. On fait ce qu'on peut. On va parler de plusieurs sujets. J'aimerais bien que tu me parles de podcast. Forcément, c'est ton dada. C'est aussi ça qui nous a fait nous connaître, puisque j'étais passé sur ton podcast. C'est toi, avec, je le disais hier à Paco d'ailleurs, avec Paco des Investisseurs 4.0, qui m'a donné aussi envie de créer un podcast. Donc c'est vraiment vous deux, qui étaient en plus dans des niches forcément dans lesquelles j'étais à l'aise. Toi dans l'IMO et lui dans, on va dire, un petit peu plus large. Un peu plus large, finance personnelle. Finance perso, investissement en sens large. Donc il y a ça, le podcast, parce que toi, pour le coup, tu en as fait un vrai métier, avec une agence aussi de création de podcasts, notamment. Et on va parler de la péniche, parce que ça m'intéresse. Ouais. Je me suis un peu renseigné en plus sur… ici, je loue, mais sur l'achat, est-ce que vous pouvez en faire? Ça peut être cool. Je me suis renseigné. Ouais, franchement. Et puis ensuite, sur le château. Le château que tu as acheté avec du crowdfunding aussi. Ouais, sans les banques. Sans les banques. On en est fiers. Et vous avez fait une belle communication avec ton associé Martin et vos autres associés, parce que tu me diras aussi, mais il y en a d'autres, je crois. Ouais. Donc voilà, je te laisse là-dessus. Super. Si tu veux te représenter, tu peux aussi, évidemment. Ouais, Jérémy Nabet, podcast Ça fait un bail, sur Instagram et podcast sur les leader dans l'IMO. Si vous écoutez Money Tree et que vous ne connaissez pas Ça fait un bail, c'est pas normal. Le contraire, c'est normal. Mais là, c'est pas normal. Il est plus connu à Toulouse, Money Tree. Ouais, voilà, c'est ça. 100% chauvin. Mais j'aimerais bien avoir d'autres personnes. Ouvrir. Parisiens, bienvenue. Et voilà, investisseur. Moi, mes deux piliers, c'est le podcast et l'immobilier. J'essaye de… À un moment, après le château, j'avais un peu arrêté d'investir justement, parce que j'étais très investi sur le château. Et j'ai même presque perdu la motivation de faire le podcast, parce que j'aime pas parler juste d'immobilier, j'aime aussi faire de l'immobilier pour de vrai. Donc là, c'est bon, je me suis relancé, j'ai signé chez le notaire vendredi dernier. Ok, cool, tu vas nous raconter ça. Et pour le coup, je suis vraiment passionné de création de contenu. Depuis 1 an, je pense que j'ai pris je me suis fait piquer par comprendre les algorithmes aussi, etc. Et c'est ce qui m'a aussi poussé à lancer une formation pour aider des gens à lancer leur podcast. Parce qu'avec mon associé Xavier, moi, j'ai jamais produit tout seul. Tu vois. C'est vrai que souvent, c'est un peu solitaire le métier de podcasteur. Et moi, mon ami Xavier s'est lancé avec moi, on a lancé l'agence. Et lui, il avait son podcast sur l'écologie. Et du coup, on a toujours utilisé nos podcasts comme des labos pour tester plein de trucs, vu qu'on avait des clients pour qui on produisait aussi. Donc, c'était comment couper des extraits, comment promouvoir le podcast, comment aller chercher des sponsors, comment aller s'appuyer sur la communauté d'autres podcasteurs pour aller faire grandir son podcast. Et voilà, tout ça, on l'a mis dans un programme. On aide des gens à vivre de leur podcast. Donc voilà, aujourd'hui, immobilier et mes revenus IMO. J'ai fait de la coloc, on en a déjà parlé sur l'épisode précédent. J'ai fait le château. Là, j'ai fait une maison qui est à côté du château qui sera louée en location de courte durée. Et qui sera aussi, il y a une partie qui est la loge du gardien du château. Et voilà, si vous voulez suivre les aventures du château, c'est Château Story. Château Story sur Instagram. Voilà, sur Instagram, on a fait, grâce à notre cher vidéaste Augustin, on a fait
45 000 followers en 3 ou 4 mois, quoi. Incroyable. Après, il y a une vraie effervescence autour de la rénovation de l'ancien sur Instagram de manière générale. Et aussi sur le château, il y avait même une émission à la télé de rénovation de château et tout ça, où les gens sacrifient leur vie en rénovant le château. C'est un peu le cas. On va vous dire dans cet épisode si c'est forcément un gouffre financier ou pas. Ouais, financier, et puis en charge mentale, physique, investissement de temps aussi. Et puis j'ai l'impression que c'est quand même l'histoire d'une vie. Tu vois. Déjà, tu vois, quand tu rénoves une grosse baraque dans laquelle tu habites et tout, c'est galère. Quand tu as le château avec. C'est plus qu'une vie en fait. C'est que tu te dis. Et du coup, ça m'a ouvert à un monde que je connaissais pas, le monde des châtelains, tu vois, qui sont souvent, ils ont souvent hérité de ces châteaux. On n'est pas beaucoup à avoir. Ça ne veut pas dire qu'ils ont les moyens de l'entretenir en plus. Au contraire, Au contraire, même parce que nous, on l'a acheté avec un BP, quoi. Si le BP, il n'était pas validé, business plan. Budget prévisionnel ou business plan. On ne l'aurait pas acheté. Quand tu es fils d'une grande famille ou fille d'une grande famille et que tu hérites du château, tu vois, nous on l'a acheté parce qu'il y avait une grande salle pour faire des réceptions, parce que les ouvertures elles étaient bien là, parce qu'on n'était pas trop loin on n'était pas trop près des voisins pour faire un peu de fête et tout. Si on avait hérité d'un château aléatoire, franchement, ça aurait été difficile d'en faire quelque chose de rentable. Quoi. Vous l'avez fait parce que vous aviez cette vision, mais effectivement, quand tu hérites du truc et dans ta famille, que c'est tes grands-parents qui vivaient, tes parents, tu as été élevé dedans et tout, tu n'as pas la vision business en fait. Enfin, c'est soit tu l'as pas. Un contre-exemple, franchement, que j'ai rencontré, c'est Thibaut Lemarié, que j'ai eu sur mon podcast, qui a le Château des Langues. Lui, sa mère, elle était prof d'anglais. Il y avait un château dans la famille. Ils ont repris le château et ils font des cours de langue au château. En immersion. En immersion. Une semaine pour gagner une lettre, c'est passer de B1 à B2 ou machin. La session, une semaine, c'est 2 000 €. C'est de la formation professionnelle, etc. Et du coup, tu héberges. Hébergé, 15 à 20 personnes, 52 semaines bookées par an. Ah ouais, incroyable. Donc, c'est un business qui est hyper florissant. Il a repris 3 ou 4 baux de châteaux par-dessus pour développer le truc. Avec vraiment en plus un impact social et tout. Ils font des trucs très chouettes. Donc, ça s'y prête bien. En plus, tu vois, je trouve le cours d'anglais dans un château et tout. Exactement. Ça s'y prête super bien. Donc, tu veux nous parler de quoi d'abord? Château? Ouais, démarrons par le château. Allez, château, toute l'année 2023 avec Martin, on visite. Donc déjà, on se rencontre sur le podcast. Donc Martin, c'est le fondateur de Bivouac. Exactement. Qui est un confrère / concurrent d'Artae. Voilà. Une boîte d'investissement clé en main qui est parmi les leaders en France d'ailleurs. Ouais, et qui est en ce moment plutôt en phase de fin de boîte plutôt. De fin de boîte, difficulté. Mais alors, alors c'est pas le sujet du podcast, mais j'ai entendu ça. Écoute, j'ai appris ça avant-hier. Par des CGP qui nous ont sollicité pour développer d'autres régions que Paris et qui nous ont dit que Bivouac était en difficulté et je n'avais pas l'info. En fait, c'est fin de boîte. Non, ils étaient en process de rachat. Je vais reprendre d'ailleurs, parce que sinon Martin il va me taper sur les doigts. Ils étaient en phase de rachat pendant un moment. Il y a eu beaucoup de choses de fait et finalement ça ne s'est pas fait. Du coup, ils sont en phase au tribunal de redressement. Et de reprise. Je ne connais pas très exactement le fonctionnement. Et du coup, là, voilà, il y a des offres qui sont faites pour reprendre Bivouac. Pendant longtemps, ils ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient. En réétudiant le truc, en fait, la boîte tournait quand même. Et donc, voilà. Donc, Martin c'est pour ça qu'il faut que je le vois. Ouais, vraiment. Il y a des trucs chouettes à faire entre vous. Martin, il a très chouette entrepreneur qui a fait ça pendant 7-8 ans et là le château on avait envie de se faire un projet un peu kiff et un bel investissement patrimonial. On se lance dans cette aventure. On ne se connaissait pas très bien, c'est le podcast qui fait qu'on devient amis et on passe tous les week-ends à aller visiter des vieilles bâtisses quoi. Et c'est comme ça qu'on apprend à se connaître quoi. On avait fait 2 épisodes, tu vois, moi sur son podcast, lui sur le mien. Et en fait on est là avec notre bâton, on arrive dans les fourrés sur des ruines d'abbayes, des machins. On retisse du lien avec notre âme d'enfant. Et en fait, c'est génial. En général, on a un critère qui dit maximum 2 heures de Paris. Et sur le retour, souvent en voiture, on se dit OK, on a 2 heures pour dire go ou no go. Pour débriefer, Voilà. Donc moi, je suis au volant. Martin, il est sur son Excel. On dit bon, c'est quoi? Combien de chambres on peut faire là-dedans? Je sais pas, c'est hyper grisant, ça. C'est des moments hyper grisants. Entre 9 et 12, combien on loue, combien on machin, combien on truc. Et on fait tout le business plan en 2 heures. Et notre objectif, c'est qu'à la fin,
des 2 C'est heures, go, no go. c'est go, no go. Tu fais une offre ou pas? Exactement. Ouais. Et ça, comme tu le dis, c'était. Ah ouais. J'ai réalisé que c'était. L'adrénaline, là, c'était quand tu mon rentres jeu chez toi préféré. après, ah ouais, carrément, carrément. Ça, c'est génial. C'est génial. Ouais, T'es à fond. Et je trouve que, tu vois, dans ces moments-là, tu peux les vivre que sur le moment avec la personne qui partage ça avec toi. Parce qu'après, derrière, tu vois, les gens qui sont à l'extérieur de ça, quand ils n'ont jamais vécu la même chose, ne peuvent pas comprendre en fait toute cette effervescence, cette, tu vois, un petit peu effervescence intellectuelle aussi, tu vois, ça Ah t'anime, ouais. quoi. Et je pense incroyable. que c'est pas fait pour tout le monde aussi, tu Oui, vois. c'est vrai, ouais. C'est le jeu du business, quoi. Ouais, ouais, c'est là clair. que tu réalises si tu aimes vraiment Ouais. ça ou Vous ou avez pas. fait beaucoup d'offres? On a fait, non, on a fait beaucoup de visites. Ouais, On a fait une quinzaine de visites ok. et on a fait 2 offres. Ok, On a fait 2 offres. La première sur une abbaye, l'abbaye des Vaux de Cernay, un truc on a fait une offre à 350 000 €, je crois. C'était affiché 500. ouais. Risque de mérule, Ouais. vraiment ruine et tout, mais magnifique le truc. Il nous manquait un espace pour faire le parking, tu vois. Ouais. Donc il nous fallait bonne distance des voisins, maximum 2 heures de Paris, trouver le bâtiment qui soit un peu beau, romantique, historique, sympa. Alors, il fallait qu'il y ait des mariés. Nous, on imaginait moitié séminaire, moitié mariage, voilà, dans Ouais, l'idée. ok. Et donc on voulait un truc où tu puisses faire des belles photos, Ouais. une grande pièce pour faire une salle de réception. Et ce qui avait bloqué finalement avec l'abbaye quand même, c'est qu'il nous manquait un vrai espace pour mettre des voitures. Et le voisin n'a jamais voulu nous vendre son champ. On était prêt à lui donner beaucoup d'argent pour un champ, je pense. Ouais. Mais en fait, je pense que d'un point de vue bancaire, ça ne serait jamais passé. Ok. Parce qu'il y avait plus que 2 ans de travaux pour commencer l'exploitation. Ouais. Ils ne nous auraient jamais donné, surtout à l'époque, plus de 2 ans de différé. Ouais. Donc du coup, après l'abbaye des Vaux de Cernay, on a rajouté un nouveau critère qui était maximum 2 ans de travaux. Ok. C'est déjà long quand même, hein, quand tu attends après un business plan. Exactement. Et là, du coup, on est tombé un jour sur un magnifique manoir, château à Fontenay-sur-Vègre, à 15 minutes de la gare de Sablé. Ok. C'est la ligne qui fait Paris-Nantes. Ouais. Donc on a le TGV à côté, tu es en 1 heure à Sablé, et après 15 minutes, tu es au château. D'accord. Donc distance ok, 3 bâtiments distincts. Pareil, pas mal d'avoir plusieurs bâtiments à plus de 5 mètres les uns des autres. Pour les règles ERP et tout, ça peut faciliter certaines choses. En gros, si tu restes en dessous de 15 couchages, tu n'as pas les règles ERP à respecter. D'accord. Ah ouais, ok. On a quand même voulu sur un des 3 bâtiments passer ERP. Ouais. On l'a fait. Aujourd'hui, je regrette un peu. Ah ouais? Peut-être pas tellement ça a été compliqué, chiant, de complexité, de coûts de travaux supplémentaires, Ah ouais. de manque de conseils de la part du bureau d'études, du maître d'œuvre, de plein de trucs. Ok. Aujourd'hui, on l'a fait. Au moins, on l'a fait, on sait Ouais, faire. ouais. Mais ça a été vraiment, vraiment compliqué. Et voilà, s'ensuit 7 ou 8 mois où on cherche un crédit. Tu arrives avec Au niveau l'été. des banques traditionnelles, Ouais, banque traditionnelle. Ouais. Et un peu compliqué. vous cherchiez combien? On cherchait. C'était un projet à 2 millions. On s'était Ouais. dit qu'avec 2 millions, on ferait tout. Donc combien de travaux? 780 000 d'achats. Ouais. Et après, Les frais, il y a des frais. les frais et 1 Ouais. million et quelques, 1 million Ouais. 100 000 de travaux. Quoi. Ok. Euh, Ouais, ce qui souvent auprès des banques met du risque, quoi. ouais, exactement. Et en fait, on se rend compte que ça ne marche pas très bien. On avait déjà prévu de faire un petit crowdfunding. On s'était dit, allez, on va faire 100 000 ou 200 000 de crowdfunding pour faire du marketing. Et on Votre avait but, c'était vraiment de communiquer? Ouais. Le crowdfunding, pour vous, c'était de communiquer Ouais, autour, de et communiquer. faire participer des Ouais. gens. On voulait. Pourquoi je fais ce podcast? Moi, je fais ça pour apprendre et tout. Et ce château, c'est aussi un truc pour apprendre. Ouais, une case à cocher. Je fais de l'ERP, je fais du crowdfunding, Ouais. je fais de la levée de fonds. J'ai Ouais. tout fait. On va faire de la location de courte durée, du séminaire, du mariage. Ouais. On va rénover le moulin pour faire sa propre hydroélectricité. Et c'est un peu un projet où je sais que tous les ans, on Ouais, tu vas apprendra cocher des plein de nouvelles cases, tu seras monté en compétence sur plein Voilà. de sujets. C'est ça. Et puis après, tu vas en chercher un autre. choses. Là, je vous ai donné, je pense, la raison profonde pour laquelle on fait ce projet avec Martin. Ouais. En plus de se retrouver aussi avec d'autres entrepreneurs dans un beau lieu, etc. Et il s'avère que les banques nous demandent 500 000 € d'apport qu'on n'a pas forcément avec Martin. Donc on se dit on va faire une levée de fonds, céder une partie du capital. Donc on a cédé 22% de la boîte pour Ok. 550 000 €. Ok. en gros. Via la levée de fonds. Voilà, ça via une levée de fonds, augmentation de capital. Privé, avec Privé. des investisseurs privés. On fait un Il y en a post, combien? on fait un post LinkedIn qui cartonne.
Il y a combien d'investisseurs On différents? reçoit 1,6 millions, je crois, de promesses d'invest. Promesses, ouais. Et on sélectionne 33 investisseurs Ok, 33. qui vont du coup devenir copropriétaires entre 5 000 et 50 000 euros. Ouais, ticket moyen, 13 000, 14 000. Ouais, ça doit être ça, à peu Ouais. près 15 000 peut-être. Ok. On en profite pour faire rentrer notre famille aussi. On se rend compte que ça a vraiment de l'impact quand les gens ils voient qu'on fait rentrer au même niveau que nos parents. Moi, je fais rentrer mon père, ma mère qui sont divorcés, ma sœur, ma grand-mère. Ok. Il y a tout le monde qui rentre. Ah ouais. Et du Tout coup, le monde a une petite brique du château. tout le monde a une petite brique du château, un boulin dans le pigeonnier. On dit. Et du coup, on va chercher ces 550 000 euros. Et ensuite, on va chercher une banque. On finit un peu tardivement à trouver une banque qui est prête à nous prêter 1,1 million, je crois. Donc on a assez d'argent pour lancer les travaux. Il manquera une petite part, mais vu que c'est plein de phases de travaux, c'était OK pour démarrer l'exploitation. Et en fait, on se fait retirer ce crédit après signature. Mais non. Comment ça peut… Après signature de quoi? De la proposition ou de l'offre? Non, de l'offre. De l'offre De l'offre avec des assurances et de tout. Attends. Ouais. Vous n'avez pas trop communiqué sur ça, non? Non, à ce moment-là, on a plus, vu que c'était 3 semaines de la signature authentique, on n'a pas trop communiqué. On a lancé du coup le crowdfunding. On s'est dit soit on attaque en justice, mais du coup on n'aura jamais ce château. Mais c'était quoi la justif? Changement de directeur de la banque. Ouais. Je décide de faire sauter tous les dossiers qui viennent des courtiers. Ah ouais. Ok. Voilà. Donc changement de politique de la banque, changement de C'est une direction. banque régionale ou nationale? C'était une banque régionale. Régionale. Ouais. Ok. Donc avec quand même un bon pouvoir de délégation en local et tout quoi. C'est ça. On ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé, je pense. Ouais. Mais nous, ça nous met bien dans la merde. Ouais. Et on lance le crowdfunding en se disant, bon bah voilà. On avait prévu du coup de ne plus le faire, on s'est dit on le ferait plus tard pour peut-être la deuxième phase travaux. Et là on se dit, bon bah, il nous manque, combien il nous faut minimum pour exploiter le château? 1 300 000. Ok, on a déjà 550 000, donc on va aller chercher 700 000. Quoi. Ok. On lance, il y a quand même un process, hein, quand tu passes par une plateforme de crowdfunding, c'est un peu plus flexible qu'avec une banque, parce que tu parles en WhatsApp avec des gens qui sont un peu modernes, tu n'as pas les mêmes barrières qu'avec une banque. Mais malgré tout, ils ont quand même des auditeurs. Quoi. Ils ont des auditeurs et des obligations AMF et plein de choses. Du coup, on passe par Brix, avec Cédric qu'on salue et qui m'a beaucoup aidé à faire en sorte que ça se fasse vite. Ouais. Et on arrive, on lance le crowdfunding le mardi, on signe le mercredi d'après en authentique, mais on n'a pas l'argent. On avait déjà déplacé 2 fois la clause, la date. Ok. On avait passé les clauses suspensives en se disant avec Martin, de toute façon, on va l'acheter. Ouais. Moi, j'ai mis trop de sueur dans ce truc. Au moins, ça t'oblige à aller au bout. Pour ne pas l'acheter. Et ça nous a. Je pense qu'on l'a presque fait pour se donner la pression, s'obliger de le faire. Ça m'avait valu mon couple. Je m'étais séparé de ma copine. Martin, il avait un ulcère. Vraiment, cette semaine de crowdfunding, elle a été très compliquée. Martin et moi, on finit par faire la bonne communication. Je pense que ça a été la clé. On a contacté la presse, on a contacté des influenceurs, des amis plutôt de notre réseau. On n'a pas payé un centime pour le coup et tout le monde a joué le jeu avec un message très authentique en disant voilà, on n'a plus notre crédit, on a ce projet, aide-nous à communiquer dessus. Donc il y a personnes qui ont plus de 500 000 followers sur LinkedIn qui postent sur le projet. Oussama Hamar qui fait un post, je venais d'enregistrer avec lui. Il était dans ces galères de The Family qui était en train de démarrer. Je me disais mais pourquoi il accepte de pousser un crowdfunding comme le nôtre. Voilà, on peut lui reprocher plein de choses, mais pas cette générosité-là. Et ensuite, il a un château lui aussi d'ailleurs, non? Il a avec un domaine de Ronsard. Pas de Ronsard, pardon. Chez lui, domaine d'Ablon, en Normandie. Chez lui. Exactement. C'était la semaine du crowdfunding. Ok. Et du coup, ça tombait bien dans le. Puis en plus, il avait un affect avec le sujet quoi aussi. Exactement. C'est une des raisons qui fait qu'on arrive à rencontrer du monde aussi. J'ai rencontré Tony Parker aussi cette semaine-là, qui a aussi des châteaux. Oui, puis qu'il est en bise avec Brix, exactement. Un basket avec Tony, c'est. Ouais, en plus t'es fan de basket toi. Moi qui suis basketteur, c'était un gros kiff. Quoi. Tu m'étonnes. Et voilà, et toute cette communication coordonnée fait qu'on arrive à 15 jours de Noël en plus où
où en général c'est le plus difficile Mhm. pour faire des OP. On arrive à lever 690 000 euros, la somme qu'on cherchait. On démarre les process pour se faire verser l'argent. Ouais. On a rendez-vous chez le notaire à 10h, on n'a toujours pas l'argent. Ah putain. Donc on prend la voiture à 8h avec Martin. On parle même pas dans la voiture. Ouais. Et Notaire là-bas, sur place. notaire, non, notre notaire à distance Ok. et leur notaire Ouais. du coup là-bas. Ok. On a notre notaire qu'on salue aussi, Olivier, qui me dit écoute, vas-y, moi j'attends de recevoir l'argent, je sais pas quand est-ce que ça arrive. On va démarrer la signature. Moi je peux faire durer ça 3 ou 4 heures. Ouais, ouais, ouais. On va attendre que, Ouais, bah, on va attendre que ça arrive. Ouais. Et au final, une demi-heure après le début ok. du rendez-vous, il m'envoie un WhatsApp, il me dit c'est bon, Il y a les fonds. il y a les fonds. Donc vous avez les fonds, mais au final, vous n'avez pas les 2 millions On n'a pas les 2 millions. pour faire les travaux. On a de quoi aller refaire le gîte, Ouais. qui aujourd'hui s'appelle le Pavillon, qu'on a passé en ERP, et on a 38 couchages, Ok. ce qui est très chouette. Ça nous amène à 52 couchages sur le domaine complet, Ok. même si le château n'a pas encore été entièrement rénové, donc on est encore sur les anciennes installations. Ouais. Le château, on a fait du homestaging avec la famille, des semaines bénévoles, etc. On fait une semaine bénévole presque chaque mois. Ok. Ça vient compenser un peu ce qu'on n'avait Ouais, pas allé ouais, chercher ouais. aussi. Et du coup, on a un château qui a été homestagé, qui aujourd'hui est beau, même si on a pas refait l'électricité, l'isolation et tout. Ouais. Et on a le gîte qui est entièrement rénové. Ok. Et on n'a pas encore la salle de réception. Ok. Donc la prochaine phase de financement et de travaux, c'est d'aller chercher de l'argent pour refaire une vraie salle de réception. Aujourd'hui, on accueille des séminaires, plutôt des événements festifs, anniversaires. Demain, on pourra accueillir des vrais mariages quand on aura un sol droit dans la grange, quoi. C'est ça le problème, c'est le sol. Et qu'est-ce que vous avez garanti aux gens qui sont rentrés, là, les 33 personnes au final, enfin, vous garanti peut-être pas grand-chose, mais qu'est-ce que vous leur avez dit en contrepartie? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Oui, c'est vrai que c'est deux méthodes deux financements différents. BRICS, c'est 2040 personnes et c'est un contrat obligataire. Donc, ils ont un intérêt fixe mensuel qui tombe. C'est 7% par an Ouais. qui viennent toucher. Donc ça, c'est vous qui devez le financer, Ça, on le finance Ouais. depuis le jour 1, grâce à l'exploitation du château. grâce au début à nos apports Ouais. et rapidement ensuite aux premières dates qu'on vendait. Ok. Parce que l'avantage, c'est que tu peux vendre des dates en avance et prendre Et des acomptes. Ouais. Donc on a commencé comme ça. Et ensuite, les investisseurs, on leur a présenté un business plan en disant voilà, aujourd'hui, on a ce château, ce projet-là, voilà comment on a envie de l'exploiter. On estime que le projet aujourd'hui, il est valorisé 2 millions et on va essayer de l'emmener à un projet qui soit valorisé 3,9 millions, je crois, Ok. d'ici 7 ans. Avec un business exploité, tout ça, parce qu'à vendre Exactement. mur plus business, quoi. Exactement. Ok. Et on s'est dit que on leur a pas vendu la Lune, Hmm. on leur a vendu de faire x2 en 7 ou 8 ans. Ouais, ouais. Ce qui, je pense, honnêtement, on aurait levé la même somme d'argent Ouais. si on avait mis 20 millions Ouais. de valo. Mais avec Martin, on est là pour longtemps, quoi. On a envie Ouais, ouais, ouais. de garder la confiance de tout le monde. Ouais. Et du coup, on a dit, voilà, essayons de faire x2 en 7 ou 8 ans. Et puis, si on galère, on vous invitera au château, vous ferez un événement sur Ouais, ouais. place. Ouais, voilà. Donc ça a été un peu Ok. c'est un peu comme ça qu'on a vendu Ok, d'accord. le truc. Et 33 personnes qu'on a pu sélectionner, du coup, qu'on salue. Nicolas Decodin, d'Avenue des Investisseurs, Ouais. Thomas d'Investir Simple, Dorine des Investisseurs Sereins. Ouais. Voilà, il y a toute les gentlemen investisseurs aussi. L'écosystème. Écosystème Imo Podcast, il y a tout le monde. Ouais, ouais. Thibaut de Bye Bye Patron, Ok. Claire aussi. Ouais. Voilà, il y a tout le monde. Oh, cool. Bon, beau Ouais, projet. cool. Aujourd'hui, avec du recul, est-ce qu'il y a des choses que vous referiez différemment, peut-être, en dehors du financement qui a été compliqué? Écoute, je serais resté à 15 couchages pardon, Ouais. dans le gîte. Ouais. Parce que les ERP, on a fait passer un bureau d'études qui nous a dit « Oh mais non, vous avez un super bâtiment, il n'y aura pas grand-chose à faire, machin et tout. » Tu signes le devis, tu démarres la presta et en fait, tu te rends compte que qu'ils te font ça pour que tu signes la presta avec eux, quoi. Ah ouais. Et là, ben non, il faut quand même une centrale d'électricité. Hein. Hmm. Ça coûte combien ça? Oh, c'est pas grand-chose, 50 000 euros. Ah Ah ouais. oui, mais d'accord, ça c'est pas pareil. Il vous faut un gardien 100% du temps sur place et il vous faut des bornes de machin et il faut que vous peigniez votre première marche d'escalier en rouge et la dernière en jaune. Ah ouais. Donc bon, dans la déco, ça Ouais, devient ouais. un peu plus compliqué.
Énormément de choses, plus place PMR, rampe pour accéder. Ok. Je crois que voilà, si aujourd'hui j'avais à refaire, j'essaierais de trouver un truc peut-être avec 4 bâtiments Ouais. où je puisse faire 15, 15, 15 et puis ça me fait 60 couchages. Ah oui, ok. Donc ouais, ça c'est la grosse, le gros truc. Et puis des problèmes de suivi de chantier, mauvais choix de maître d'œuvre. Ouais. Mais bon, ça, c'est les aléas d'un chantier les comme aléas, on les connaît. t'en as toujours au final. Des fois, c'est même pas une question de personne, c'est juste la vie d'un chantier, quoi. Des Il y fois. a eu de tout. Ouais. Ouais. Et c'est quoi les coûts d'entretien annuels fixes minimum d'un projet comme ça? Il y a minimum 1000 euros d'assurance habitation par mois. Par mois, ouais. Ok. Parce qu'il y a eu des châteaux qui ont cramé et du coup ça a Ouais. augmenté les primes à fond. Ensuite, je vous parle de notre château. Et notre château, il a été choisi parce que justement, c'est plus une grande maison qu'un château en fait. Ok. On s'évite énormément de problèmes. C'est un château médiéval, donc c'est de la pierre très brute, c'est très marqué. Mais c'est pas un château 18e avec des moulures, des dorures et des tapisseries au mur, etc. Ouais. Les toitures étaient en bon état, les charpentes étaient en bon état. On ne fait pas de nouvelles ouvertures, on remplace quelques portes en bois par des verrières ou ce genre de choses. Ce qui fait qu'en fait l'entretien est relativement accessible. Ok. Aujourd'hui, on a laissé la chaudière bois dans le château. On a une forêt de 7 hectares, donc on a du bois, donc en énergie, on arrive à s'en sortir. Ouais. On a laissé la chaudière fuel pour le moment dans le gîte. On changera par une pompe à chaleur quand on en aura besoin. Donc honnêtement, c'est pas ce que ça nous coûte, c'est une personne sur place à temps plein. Ok. Louis-Henri, qu'on a trouvé, qui est notre gardien, il doit s'occuper des entretiens. C'est un lieu qui demande une personne temps plein sur place. Ok. Et du coup, c'est ça le plus gros coût, parce que voilà, une personne chargée, ça te coûte minimum 50 000 euros. Et ça, je pense que c'est le plus gros coût du château. Donc lui, il est là non-stop, il dort sur place, Ouais. il est là toute la journée. Qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il nous aide sur la partie commerciale où il reçoit les groupes, il appelle des boîtes ou des agences d'organisation de séminaires. Et l'après-midi, c'est un peu comme ça que sa journée elle est répartie. L'après-midi, il va réparer le petit truc, parce qu'il y a quand même 1500 mètres carrés habitables, donc tu as toujours une galère, quoi. Réparer le petit truc, tondre la pelouse, mais il tombe vraiment que autour du château. Il va tondre 1 hectare sur les 12 hectares, quoi. Il est assez polyvalent au final, il faut quelqu'un de polyvalent. On a trouvé quelqu'un de super. Voilà. Qui était là-bas, de là-bas? Il n'était pas de là-bas, non. Ok. Ingénieur parisien qui avait envie de changer de vie, Ok. 25 ans. Louis-Henri, je pensais que c'était un châtelain. Mais il a la tête de l'emploi. Ah ouais. Et lui, en fait, il rêve un jour d'avoir son château et de l'exploiter. Ok. C'est trop bien ça. Donc on l'a eu en entretien, on lui a dit tu te vois où dans 5 ans? Il m'a dit je rêve de faire la même chose que vous à 30 ans. Vas-y, let's go, on va t'apprendre à faire ça pendant 5 ans ou 3 ans, on verra, tu vois. Et du coup, il est hyper investi avec nous, il apprend sur plein de choses, il a 25 ans, il est jeune, notamment sur la partie commerciale, il y a encore plein de choses à apprendre. Mais voilà un peu comment… Donc, voilà, on parlait des coûts, il y a ça, il y a de l'énergie naturellement. Quand tu chauffes en hiver, ça te coûte cher, même si on a une cheminée dans chaque pièce, il faut quand même faire tourner la chaudière fuel. Donc là, oui, tu en as pour facilement entre 500 et 1000 euros par mois en énergie. Et après, ce qui va coûter cher, c'est plutôt une grosse enveloppe que tu vas devoir sortir ponctuellement. Si là, aujourd'hui, on décidait de changer les fenêtres, honnêtement, je ne sais pas combien ça nous coûterait, mais il y en a au moins 50, quoi. Ah ouais, putain. Donc tu changes 50 fenêtres. Il est inscrit ou classé le bâtiment ou quoi? Il est inscrit au monument historique. Donc, donc vous avez quand même pas mal de contraintes aussi. Il y a les deux penchants de l'inscription. C'est oui, il y a des contraintes, mais tu as aussi des subventions. Tu es subventionné à peu près à 50%. Ah ouais? 45%, on va dire. 15% la région, 15% la DRAC, 15% le département. Et du coup, ils te font installer des trucs 2 fois plus cher. Mais il y a une subvention. Si tu arrives à monter tous les dossiers en temps et en heure, etc. Pour le moment, on n'en est pas encore là. Parce que le premier bâtiment qu'on a refait, il n'était pas inscrit. D'accord, ok. Voilà. Non, je te dis ça parce que moi je suis dans une copro où il y a un bâtiment inscrit aussi en plein cœur de Toulouse. Là, on doit refaire une façade, il y en a pour plus d'1 million d'euros. Et moi j'ai 5% de la copro, tu vois, c'est un T2. Ça fait 50 000 balles sur un T2, ça fait très cher. Et donc le bâtiment est inscrit, pas classé.
Mais tu vois, le syndic, je suis pas sûr qu'ils aient fait toutes les démarches pour avoir les subventions, autant de subventions, parce que, en tout cas, j'ai pas souvenir d'avoir vu autant de. Ouais, je viens de prendre 25 000 balles pour une isolation sur un de mes. Ouais. Pareil, sur un appart, sur un 4 Ouais. chambres. Ma cote-part, 25 000 euros, et ils sont pas allés Ah, mais chercher. ça, c'était sur ta CoPro années 70, là, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Et ils sont Ouais. pas allés chercher les subventions Ouais. que tu pouvais avoir d'un point de vue écologique Ouais. et tout. Ouais. C'est le problème des syndics aussi, c'est que c'est pas leur Ouais. argent des fois, donc Exactement. c'est compliqué. Ok. T'as des choses à ajouter qu'on n'aurait pas à traiter sur le château? Écoute, non, je peux vous donner un peu des conseils, donc les choses que tu disais que j'aurais fait différemment. Et il y a peut-être un deuxième truc, et si vous lancez, si vous aussi vous cherchez à opérer un grand lieu type château ou grande ferme fortifiée ou longère, etc. C'est que je pense qu'il faut être le plus niché possible dans son exploitation aussi. Et en fait, plus vous allez être niché, plus vous allez avoir l'idée et vous voyez ça comme un produit qui, vous n'êtes pas obligé d'avoir une audience de 50 millions de personnes, quoi. Ouais. Peut-être 1000 boîtes en France qui vont s'intéresser à votre truc et vous allez pouvoir du coup créer une expérience unique. Donc moi, si aujourd'hui j'avais à le refaire, pareil, je ferais peut-être un truc spécial pour les formateurs, infopreneurs qui veulent organiser des événements mastermind haut de gamme avec une équipe de prod et le bon vidéo proj et le bon truc, plutôt que de chercher à faire du séminaire, du mariage, de l'événement festif, Trop généraliste, de la formation. Ouais. L'idée que je viens de vous donner là, c'est une de nos idées qui faisait partie du mix. Mais en fait, on aurait dû faire que ça, quoi. Ouais, d'accord. Et aujourd'hui, du coup, Tu vas tendre vers ça. on va tendre vers ça. Mais dans les travaux et tout, il y aurait des choses qui auraient été faites différemment, probablement. Ok, Voilà. c'est clair. Bon, comme Thibaut, en fait, qui fait des cours d'anglais, quoi. Ouais. Il fait que des cours d'anglais. Ouais. Tous les gens arrivent le lundi avec le même train. Tout le monde repart le vendredi avec le même train. Le vendredi, ils enlèvent leur valise de la chambre. Il y a l'équipe de ménage qui vient que le vendredi. Nous, on a des équipes de ménage qui arrivent une fois le mardi, une fois le jeudi, une fois le dimanche. Mais le dimanche, ils ne veulent pas venir bosser, donc c'est plus cher et machin. C'est une gestion qui est beaucoup plus complexe. Ouais, et puis du coup, ils vivent, tu vois, cet exemple-là des cours d'anglais, il est bon aussi parce que tu fais vivre vraiment une expérience aux gens, tu vois. C'est ok, tu prends des cours d'anglais, ok, tu vas monter en compétence là-dessus, mais en plus, tu vis une expérience que peut-être tu vivras plus jamais, c'est-à-dire passer une semaine dans un château, tu vois. C'est ça. Donc ça va avec. Et du coup, tu es prêt à payer un peu plus cher aussi. C'est financé par les OPCO. Et en plus, voilà, le budget, pour le coup, le business de la formation, il est encore plus, tu vois, plus vertueux, je trouve. Exactement. Okay. Donc Smart, pour moi, ça a toujours, si vous écoutez, ça fait un bail, c'est toujours un truc que j'ai poussé d'aller mixer du business et de l'immobilier. Ouais. Si vous aimez ça, hein, bien sûr. Clairement, Mais du coup, ça peut être fun vraiment de le faire. Ouais. Mais si vous le faites, allez focus et trouvez votre idée, quoi. Ouais, totalement. Je trouve que la difficulté là-dedans de mixer les deux, c'est quand tu peux avoir des associés différents dans l'un et dans l'autre. Tu vois, parce que les intérêts peuvent être un peu différents aussi. Tu détiens les murs avec une personne, mais tu exploites le business avec une autre personne. Ouais. Toi, tu as les intérêts dans les deux, mais les autres, c'est plus compliqué, tu vois. Et ben nous, on a aligné tout le monde. Ouais, c'est bien, je trouve. Là, c'est la SAS. C'est une SAS qui détient la SCI, qui détient les murs. Et on a fait rentrer tout le monde au niveau de la SAS. Donc ils sont aussi propriétaires des murs. Ok, voilà. D'accord. Je crois qu'il y a aussi le montage en société de commande dite simple, SCS, qui est possible, pour justement décorréler un petit peu la détention des murs de l'exploitation. Mais vous avez fait ce montage-là, qui est logique aussi. Qui est, je crois, assez classique. Et au-dessus, il y a les personnes physiques ou les holdings de gens qui sont rentrés. Bon, cool. Podcast, on va parler de podcast un peu. Ça fait un bail qu'on n'en a pas parlé. Bien vu. Et le podcast, ça fait un bail, il date de 2020, Simon. Ouais. Tu te souviens quand je suis venu la dernière fois? Alors, je me souviens quand tu es venu, c'était en 2023. Je pense que c'était au printemps 2023. Il me semble, printemps 2023. Mais moi, j'ai connu ton podcast, c'était en 2020. Tu venais de démarrer, pas beaucoup d'épisodes. D'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de podcasts à l'époque. Non, je ne sais pas s'il y en a en IMO, tu vois. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup plus. Il y en a qui sont nés et il y en a qui sont morts, tu vois. Ouais. C'est très difficile de... c'est un sujet Il y a beaucoup qui sont morts, d'ailleurs. Ouais. C'est très difficile de perdurer, je trouve. Ça demande de la récurrence, quoi. Ça demande de la récurrence. On en parlait un peu en off. Je trouve que le meilleur conseil pour lancer son podcast, c'est qu'il soit aligné avec votre vie ou votre business ou votre projet. Et si vous avez déjà un business et que vous dites « je veux lancer un podcast mais ce n'est pas ma priorité », c'est que je pense que vous n'avez pas la bonne vision de ce que peut être votre podcast.
fait, il faut faire venir des gens sur votre podcast que vous auriez rencontrés quoi qu'il arrive. Ouais. Le problème de la majorité des entrepreneurs, c'est qu'ils ont du mal à vendre. Ouais. Je rencontre rarement des entrepreneurs qui avant étaient commerciaux et qui faillent complètement. Oui. Tu arrives toujours à t'en sortir quand tu es un peu commercial. Tu vois. Oui. Et en fait, si tu n'es pas bon commercial, et ben, le podcast, ça te force au moins à rencontrer une personne par semaine. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors que même si c'est tous les 15 jours d'ailleurs. Enfin, franchement, exactement. Moi, j'ai un pote photographe, je lui dis lance un podcast, parce qu'il a du mal à prendre son téléphone. Tu vois. Au moins, tu rencontreras un partenaire par semaine. Tu vois, allez, t'es photographe. Tu veux lancer un podcast. Tu es du coup passionné par la photo de mariage. Ouais. Tu fais un podcast sur organiser son mariage. Une fois par semaine, tu fais venir une wedding planeuse ou une agence de séminaire, de machin, de bidule. Elle vient chez toi à 10h, tu fais l'épisode tranquille, à midi tu l'invites à déjeuner, et après elle repart chez elle. Et tu dis, ah bah d'ailleurs, si tu as besoin, photographe ou machin, et au bout de 10 épisodes, ton année, elle est bookée. Ton carnet d'adresse, il augmente, ton réseau, il se fait. Non, mais c'est vrai. Donc il y a vraiment des manières très simples, je trouve, de mettre un podcast au service de son business. Ouais. Si par contre, tu es photographe et que tu lances un podcast sur les jeux vidéo et que ça n'a pas de lien direct, oui, c'est une nouvelle activité et un nouveau business model à trouver et des nouvelles choses et du nouveau temps à consacrer. Quoi. Ouais, voilà. Ouais, carrément. Est-ce que toi, tu peux nous refaire l'évolution un peu du tien ? Ouais. 2020, lancement du podcast parce que j'avais pas envie de payer une formation IMO et je me suis dit comme ça je vais les faire venir à moi fabriquer tout seul. Je vais me faire mon propre MBA de l'investissement et je réalise la force du truc. Je commence à envoyer les premiers messages. Je dis ok, bon bah. Les gens aiment bien en soi venir parler. Je suis passé 2 heures avec un avocat fiscaliste. Ouais. Ça m'a rien coûté. Ça m'a rien coûté, alors que normalement ça coûte 400 balles de l'heure. Ensuite je fais venir je crois que mon deuxième enregistrement, c'est le fondateur des Big Fernand. Ouais, exact. Ouais. Je l'avais écouté l'épisode. Steve Burgraff, il vient. En plus, il était en train de lancer un business un peu IMO pour acheter tes murs quand tu es restaurateur ou machin. Donc j'arrive à l'attraper avec cet argument-là. On passe un super épisode avec un méga entrepreneur. À l'époque, c'était le burger le plus vendu en Europe en livraison. On est vraiment sur un gros truc. Et on parle de sa stratégie IMO, de ses chaînes Big Fernand et tout, passionnant. Puis après, je fais venir un banquier pour essayer de mieux comprendre. Puis je fais venir un investisseur qui fait des colocs. Comme ça, je me dis, ah bah tiens, ça valide que j'ai envie de faire des colocs et que je vais en faire plus. J'avais fait ma première coloc. Et c'est ça qui m'avait donné le goût de l'immobilier. Et donc voilà, ça démarre comme ça. Et je suis assez surpris de voir qu'il y a des gens qui écoutent. Mais bon, j'ai quelques centaines d'écoutes. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. C'est dur quand tu n'as pas de référentiel au départ. Ouais, et d'ailleurs, toujours pas beaucoup. C'est encore un peu obscur le nombre d'écoutes. Quand tu es sur YouTube, tu vois qui a combien d'abonnés, combien de vues. Sur le podcast, c'est encore très difficile de savoir. Et en fait, là, j'ai les premières marques qui me contactent en me disant, ou des gens qui me disent oui, combien ça coûte pour passer sur votre podcast ? Je suis là, je sais pas, c'est gratuit. Si tu as des trucs intéressants à raconter, c'est gratuit. Et du coup, là, je commence à comprendre que ça peut être une source de revenus. Je mets un petit coup d'accélérateur, je lance le Instagram, je lance une petite newsletter, etc. Et ça me permet ensuite de vendre des campagnes. Je crois que je vends ma première campagne 2 000 € pour vous sponsoriser 10 épisodes. Donc ça me faisait 2 mois et demi. C'était une marque qui s'appelle, c'était le groupe Colocataire qui faisait de la coloc clé en main. Et c'était le premier épisode de mon podcast. Et ensuite, du coup, quand Xavier il se lance sur le podcast écologie, je lui dis moi j'ai signé mon premier sponsor avec mon premier épisode. On va faire pareil avec le tien. On fait venir le bon invité qui a un intérêt, tu vois. Et avec Xavier, on sponsorise avant la sortie du podcast. Il prend un chèque de 1 500 € pour faire 5 épisodes qui vont être sponsorisés par Christophe à l'époque de l'Impact. Et donc voilà, ça commence à prendre. Je rencontre des gens, ça me permet de continuer à investir. Tu fais tout à distance ? Je fais principalement du présentiel dès le début. Je vivais dans un 11 mètres carrés dans le 17e, donc j'avais clairement pas de quoi. J'avais déjà des toilettes, une salle de bain, une cuisine et une chambre dans 11 mètres carrés, avec même les WC. Ah ouais, mais j'avais de la chance qu'il soit juste à côté des studios de Mathieu Stéphanie. Et j'envoie un message à Mathieu. Et il me dit allez, quand j'utilise pas mon studio, si tu veux, viens l'utiliser. Trop sympa, je le remercie une nouvelle fois pour ça. Et ça me permet de
de lancer le podcast, d'avoir les premiers invités. Oui, d'ailleurs, on avait fait un épisode ensemble, c'était le deuxième épisode. Ouais. Parce que le premier, on l'avait fait à distance ensemble, mais le deuxième, on l'avait fait chez Mathieu Stéphanie. Ouais, c'est ça. Et pendant plus d'un an, Ouais. 1 ou 2 ans, j'ai produit chez eux. Et après, voilà, je me suis équipé pour le faire chez moi. Et ça s'est développé. Aujourd'hui, on fait des séries, même avec des marques qui sponsorisent le podcast. On a lancé quelque chose en marchand de biens avec la Fédération des marchands de biens. Où moi, j'apprends à devenir marchand avec un jeune que j'ai embauché pour ça aussi, Théo, qu'on salue. Et on documente toute l'aventure. Et je pense que le futur de Ça fait un bail, c'est ça, on continue à faire grandir les audiences. Aujourd'hui, il y a à peu près 50 000 écoutes par mois. Ouais. On doit représenter 30-40 000 personnes uniques. Et on crée des petites séries comme ça. On continue à avoir des gens de divers environnements IMO. Je m'intéresse bien au B2B de plus en plus, tu vois, les grosses foncières. J'ai reçu Michael Bertini, qui a une foncière qui a 350 millions en gestion. Putain. J'ai pris mon pied, tu vois, sur un épisode comme ça. Donc j'ai envie de continuer à mixer l'épisode où j'ai reçu Alexia la semaine dernière qui a 2 immeubles avec son copain et qui elle nous a raconté ses galères de travaux et machin. Et après, tu as Michael Bertini qui a 45 ans, qui a acheté pour 1 milliard en immo. C'est un autre monde, effectivement. Voilà. Et donc voilà, vous trouvez tout type d'histoire sur Ça fait un bail. Quoi. Ok. Et du coup, sur la monétisation du podcast, donc ça a été pendant un moment ta source de revenus principale. Ouais. Aujourd'hui, ça allait un peu moins. Ouais, en 2023, j'ai généré plus de 100 000 euros avec le podcast. Et ça s'est stabilisé un peu en 2024-2025 entre du sponsoring. Donc je vends le pré-roll de mon podcast. Donc 50 000 écoutes par mois. Je suis à 100 euros le CPM. Donc je gagne à peu près 5 000 euros par mois avec le pré-roll. Puis il y a une autre partie qui s'ajoute qui est un peu de la co-création de contenu. Si une personne a envie qu'on enregistre un épisode sur un truc spécifique ou une série d'épisodes, il peut payer pour ça. Ça peut aussi être du contenu qu'on crée pour sa chaîne, ou de l'ADS. J'ai fait de l'ADS pour Studapart par exemple. Du coup, j'ai pris la parole vu que j'étais utilisateur de Studapart. Et ils ont poussé l'ADS et ils ont réussi à diviser par 2 leur coût d'acquisition avec cette ADS. Je suis trop content. Bon, du coup, ils m'ont mis grave du budget sur ma tête. Je me suis dit peut-être que j'aurais dû vendre ça plus cher. Et après, il y a l'affiliation. Voilà, imaginons que tu passes sur mon podcast, on met un lien et s'il y a des gens qui veulent acheter sur Toulouse, tu es là pour les accompagner et moi, tu me rétribues une partie de ton truc. Et le dernier élément, c'était tous les leads, tous les clients que ça venait apporter à l'agence ou à la formation podcast. Donc voilà, les gens entendent que j'en parle sur le podcast et ils viennent. Okay. Tout ça permet de gagner à peu près 100 000 euros par an. La formation podcast, tu peux nous en parler ? Formation podcast, ça a été lancé il y a 1 an, un peu opportuniste au début, parce qu'on a des gens qui nous disaient « moi aussi je veux me lancer, machin ». Au début, je commençais à donner beaucoup de conseils gratuits. Je me suis dit on va structurer un truc qui est vraiment de la valeur. C'est le risque que je trouve, je te coupe là-dessus, mais c'est le risque que je trouve parce que moi aussi j'ai le cas, c'est-à-dire que les gens t'écoutent toutes les semaines, tu donnes, ils ont l'habitude de ça. Et c'est difficile, je trouve, de faire ce switch en leur disant non, en fait, stop. Moi, je dois gagner ma vie, il faut que vous compreniez. Et tu vois, moi, j'ai toujours du mal justement à dire aux gens, mais en fait, je ne peux pas vous le faire gratuitement. Et j'en suis désolé. Bon, en vrai, tu ne dois pas être désolé de ça, tu vois, mais c'est quoi ton approche là-dessus ? Comment tu arrives à faire payer des gens qui sont habitués à ne pas le faire ? Très mal déjà, j'ai beaucoup de mal. Non, moi, en effet, et en plus j'ai une règle d'essayer de répondre à tout le monde et je ne crois pas louper beaucoup de messages et j'en ai tous les jours. Alors parfois c'est juste un petit message merci et je réponds rapidement. Parfois les gens mettent vraiment toute leur situation dans un message. Ma règle ça a été de me dire je prends 1 minute pour n'importe qui me pose une vraie question. Je mets un audio. Et je me dis, au bout d'1 minute, il faut que… Je crois qu'à l'époque, Instagram limitait. Oui, tout à fait. Et du coup, je me disais, maintenant, il ne limite plus, je crois. Mais je me disais, en fait, je ne me fais pas 2 audios. Je fais un audio, il faut que tout rentre dedans. Et je répondais, du coup, avec cet audio-là, en terminant en disant, voilà, tu peux aller voir tel et tel épisode du podcast, ça va t'aider à… Et ça me permettait un peu de clore la conversation, mais d'avoir apporté de la valeur. Et ponctuellement, ça m'est arrivé de dire, écoute, là, tu as besoin de beaucoup plus d'aide. D'ailleurs, si tu
Ouais. Si tu veux qu'on passe un peu plus de temps, j'envoyais un Calendly payant. Ouais. C'est là, bah voilà, 500 €, je vais t'aider, Ouais, ouais. on va débloquer les situations. Ouais. Ça a été un peu difficile Ouais. à faire, mais voilà. Et après, sur le Et podcast, souvent, les gens t'entends plus parler d'eux en plus. oui, ça fait le tri. Ouais. Ouais. C'est vrai. Tu sais que j'ai vu un mec récemment aux États-Unis, je trouvais ça assez smart. Il a mis un Calendly dans sa bio et il y a 1 heure par mois, je crois, premier jeudi du mois à 17 h, il y a un seul créneau. C'est gratuit. Et Ah non, non. c'est C'est payant. payant, Ah. mais genre c'est payant très cher. Ok. Genre, c'est genre 5000 balles. Ouais. Mais il n'y en a qu'un par mois comme ça, Ok. tu vois. Ouais, ouais. Du coup, il prend une personne. Je trouvais ça assez Franchement, marrant. c'est toujours le truc est-ce que tu fais un business à volume avec un petit panier Ouais. ou avec très peu de gens un gros panier. Et là, pour le coup, il a choisi le gros ticket et en soi, c'est vrai que rapport temps passé, c'est Ouais, assez c'est pas smart. mal. Ouais. C'est pas Je vais mal. le tester moi. Tu peux ouvrir un créneau. Tester un créneau. Et du coup, sur le podcast, sur l'accompagnement podcast, vu que j'avais beaucoup de trucs et que on avait lancé beaucoup de podcasts avec Xavier, une trentaine pour des clients, plus pas mal de personnes qu'on avait accompagnées un peu gratuitement. On avait même déjà ouvert un Discord où il y avait des gens qui lançaient leur podcast ensemble. Tout ça, on l'avait fait gratuitement. Et on s'est dit, bon, bah vas-y, on structure une offre. Aujourd'hui, c'est une offre à 2500 €. On passe 25 heures avec vous. Ouais. Beaucoup de visio pour challenger. Et mon objectif, c'est d'accompagner des gens qui veulent développer une activité avec un podcast. Ok. J'ai pas trop envie de lancer des podcasts de hobby, quoi. Ouais. Ça m'est arrivé pour des cas très très spécifiques, mais souvent c'est des podcasts qui ne durent pas en fait. Ouais. Quand tu gagnes un peu d'argent avec ton podcast, que ça soit 500 € par mois ou 5000, ça te permet de continuer en fait. Ouais. C'est une bonne raison parce que c'est un revenu, ou c'est une bonne raison d'aller, c'est une bonne manière de pouvoir aller comme toi qui gagne un peu d'argent avec ton podcast, ça te permet d'avoir quelqu'un qui fait tes montages, tu vois. Si tu te mets à, même si le montage aujourd'hui c'est de plus en plus simple, hein, ça prend une demi-heure alors qu'avant ça nous prenait beaucoup plus de temps. Ouais. Je trouve que voilà, c'est le bon axe, c'est de se dire si je le fais pour quelque chose. Et voilà, et aujourd'hui on accompagne à peu près 15 personnes par mois, Ok. mais ça grandit tous les mois. Ah, c'est cool. Et c'est très chouette parce que moi on parlait de ce truc dans la voiture où tu te donnes 2 heures pour, et ben là j'ai l'impression de faire la même chose avec les gens qui se lancent. Eh oui. C'est quand j'ai quelqu'un au téléphone pendant même 5 minutes, tu vois, pour parler de son podcast, et j'ai envie de lancer un podcast sur la danse hip-hop. Ouais. Salut Chris qui lance danse hip-hop. Hop, là tu commences à réfléchir à qu'est-ce que tu vas pouvoir faire. Et en fait, là il est en train de développer une activité, alors qu'il avait déjà commencé à développer avant, mais de mettre la danse hip-hop au service de marques. Ouais. Typiquement une marque de voiture qui a besoin de danseurs hip-hop autour de la voiture pour faire une vidéo ou pour un salon ou pour machin. Et ben là, il leur fait ce genre de choses. Ok. Et donc là, tu as réussi à trouver un bon business. Ça va au-delà du podcast. Et ça va au-delà du podcast. Ouais. Ok. Voilà. Très clair. Voilà un peu. Et c'est un kiff absolu d'aider des entrepreneurs à se lancer finalement. Bah ouais, et puis en plus, je pense que c'est assez. Ça va dans le sens de l'histoire, parce que le podcast, ça se démocratise quand même de plus en plus. C'est assez accessible en soi à faire. Hein. Tu achètes un peu de matos, ça ne coûte pas grand-chose au départ. Tu as pléthore de studios maintenant qui poussent un peu partout aussi. Si vraiment tu as besoin d'un truc un peu plus quali, de manière temporaire ou plus régulière, tu peux louer ça à l'heure sans problème. Je pense que d'ailleurs les prix vont baisser dans le temps aussi, parce que ça va se démocratiser un peu plus. Il y aura plus de concurrence. On parlait du business des studios de podcast. Ouais, voilà. Moi, je me lance pas dedans. Voilà. Moi, j'en ai eu un. Je l'ai revendu, mais en l'occurrence, la personne à qui je l'ai revendu le développe très bien, tu vois. Et je pense que. Mais bon, il a acheté les murs avec. Et je pense que c'est comme ce que tu disais sur le château, tu vois. Quand tu achètes les murs avec l'exploitation, c'est pas pareil, parce que du coup, tu mets l'exploitation au service des murs, les murs au service de l'exploitation. Exactement. Et tu dilues aussi ton risque. Voilà. Mais c'est vrai que louer pour en faire une activité, sachant que là, franchement, il va en pleuvoir partout. Et déjà à Paris, il y en a quand même pas mal, tu vois. Tu as du choix. En province, c'est un peu plus délicat parce que la création de contenu, elle est quand même assez centralisée à Paris dans beaucoup de domaines. Ouais. J'ai envie de dire malheureusement, parce qu'aujourd'hui, avec toutes les technologies, tu as quand même la possibilité de faire tout ça partout en France. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais ouvert un studio à Toulouse, parce que j'en avais marre de prendre un billet d'avion ou de train pour venir enregistrer 3 heures à Paris avec un invité. Tu vois. Ça n'a pas de sens ni écologique, ni économique, en fait. Mais malgré Toulouse, le train c'est long quoi. Ouais, Toulouse. Bah là, je suis venu en train. Tu vois, d'habitude, je viens en avion. Là, j'ai dit, vas-y, je vais faire mon écolo, je vais venir en train. Je suis venu en train, 4h30 s'il n'y a pas de retard. J'ai eu 20 minutes de retard. Bon, je repars demain, tu vois. Je pars à 17h, j'arrive à 22h30 chez moi. 22h chez moi. Ouais, c'est ça. C'est chaud, tu vois. Et du coup, je m'étais dit, ok, pas mal à Toulouse. Mais en fait, tu te rends compte que les gens, ils veulent pas bouger.
Les Parisiens, ils ne veulent pas bouger. Ouais. Ils veulent rester à Paris, dans leur arrondissement, dans leur quartier, dans leur Ouais, rue. mais tu sais que moi, ici avec la péniche, on en parlera juste après, mais du coup, c'est un peu. T'es à Saint-Cloud. C'est un studio un peu, c'est à Saint-Cloud, donc c'est vraiment de l'autre côté du périph', quoi. Moi, je suis venu en transport, ça va, hein, franchement. Heureusement que c'est un très beau lieu et que c'est sur l'eau et que c'est atypique. Ouais. Si c'était juste un appart à Saint-Cloud, les gens ils venaient pas. Ouais, c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Franchement, j'étais à Montmartre, là. Je suis venu. Honnêtement, j'ai pris le train à Saint-Lazare. Ouais. Je suis venu direct à la gare à côté. C'est j'ai mis 45 minutes, c'est ça. Donc ça se fait, tu vois, pour un temps de trajet parisien, ça se fait honnêtement. Ouais. Parle-nous de la péniche. Écoute, la péniche, c'est l'année dernière, j'ai eu envie de donner un peu un coup de boost à mon business. J'avais envie de lancer YouTube aussi. Et tu vois, je l'ai toujours pas encore. J'ai pas encore bien développé. Je me rappelle, YouTube. tu en avais parlé, mais ça fait longtemps, même avant l'année dernière. Ouais. Ça a toujours été un projet qui s'est jamais vraiment concrétisé. Bon, et la chaîne, elle a quand même augmenté en nombre de followers et on met quand même les vidéos des podcasts. J'avais envie de faire des concepts spécifiques YouTube. Et je suis au château. On fait un événement avec David Laroche, un bootcamp où il y a des jeunes qui viennent. Laroche qui est un coach un peu généraliste. Hein. Immense coach dev perso, numéro 1 en France là-dessus. Quoi. Et il y avait des jeunes qui cherchaient à réaliser leurs rêves et tout. Certains qui n'avaient pas fait grand-chose, d'autres qui avaient déjà des business un peu lancés. Dans le lot, il y a un gars qui s'appelle Maxime Click, YouTuber, qui vise les 1 million d'abonnés dans quelques mois, qui a cartonné le truc alors qu'il a 21 ans. Lui, il reconnecte grave avec la nature, il a envie de quitter Paris pour prendre un truc un peu à l'extérieur. Et moi, je cherchais un nouvel appart aussi. On se dit, vas-y, on s'ouvre une coloc de créateurs de contenu. Je regarde des villas, des grandes maisons en banlieue parisienne. Et en fait, en ayant mis des critères très grands, très larges, je regardais soit pour acheter, soit pour vendre. Soit pour acheter, soit pour louer, pardon. Et là, je tombe sur cette péniche qui était en vente. 2 millions d'euros quand même. Ah ouais. Tu vois, je ne me rendais pas compte que ça coûtait aussi cher un bout de bois flottant. Exactement. Et surtout, tu sais qu'une péniche comme celle-ci, ça coûte 40 000 euros. Ouais, mais en fait, parce que tu payes un truc à la mairie là. C'est ça. Ouais, on va parler de ces sujets-là. Il y a une concession, un truc comme ça. Du coup, en fait, on s'installe parce qu'il y a 250 mètres carrés. Il y a un endroit parfait pour faire un studio. C'est en bas, mais là on le fait en haut parce qu'il n'y a pas trop de monde à la péniche. Il y a une grande terrasse, ça nous permet de faire des événements, ça nous permet de vivre et de travailler. Donc vraiment, un truc un peu mixte, bien sympa. Et en plus, je suis avec un patron d'agence, Adrien, qui gère les campagnes d'influence des plus grosses marques. Je suis avec Maxime, qui est le big boss de l'algorithme YouTube, qui sait exactement pourquoi ta vidéo elle marche ou elle marche pas et comment la faire marcher. Et on a un quatrième coloc qui a un petit 20 mètres carrés sur la péniche un peu plus loin, qui est un peu l'ingénieur fou des youtubeurs, qui fait des machines, des bras, des machins. Donc il bosse avec Squeezie, plein d'autres. Et donc du coup, il y a cette petite communauté qui se crée. Et on ne pouvait pas se permettre de payer 2 millions. Du coup, on a proposé en fait un deal aux propriétaires où ils nous louaient la péniche. Et entre-temps, en fait, nous, on est disposé à partir sous 3 mois si jamais il veut la vendre. Et en plus, je lui ai dit que si j'avais des gens du podcast qui pouvaient intéresser, peut-être que ça pouvait aider. Donc voilà, là, le message que je veux faire passer, c'est nous, on cherchait un bien très spécifique. On n'avait pas les bons profils, parce qu'on a tous des business qui marchent, mais moi, j'ai 7 ou 8 sociétés différentes, les agents IMO, ils comprennent rien. En plus, à l'époque, j'avais pas tant de revenus que ça. C'était très dispersé, tu vois. Et du coup, les agences, elles n'étaient pas très. Donc là, en fait, j'ai négocié en direct avec le propriétaire, qui était aussi un entrepreneur. Il a vu des jeunes qui étaient sérieux, qui en avaient envie. Et voilà. Et du coup, on s'entend bien. Ça nous permet de sous-louer pour des événements aussi. Combien vous louez ça? On loue 5 500 euros. Ok. Ça nous permet de le sous-louer à des entreprises, on va dire entre 500 et 1500 euros la journée. 2 millions, c'est un peu surévalué quand même, quand tu regardes le rendement. Il a rebaissé à 1,6 million. Okay. Il a rebaissé à 1,6 million. C'est toujours moins cher que du. Alors, tu peux rajouter les mètres carrés d'à côté, il y a 280 mètres carrés plus la terrasse. Si tu compares avec de l'immobilier classique à Saint-Cloud, c'est moins cher. Mais
voilà, ça reste une péniche et c'est régulièrement quand même moins cher, 20 à 30% moins cher. Et combien ça lui coûte la concession là 650 € par mois. Ah, c'est pas énorme. C'est pas énorme, il ne paye pas pas de énorme. taxe foncière. Par contre, la mairie peut te mettre dehors du jour au lendemain. C'est quoi Non. les garanties? Non, c'est un bail qui. Enfin, c'est C'est un bail amphithéotique, là, c'est ça, sur Enfin, plusieurs ça années? se reconduit tous les 30 ans, je crois. Ou un Ouais, truc voilà, comme c'est ça, ok. Exactement. Ah, ça se reconduit, ok, ça s'expire pas. Non, je crois pas que ça s'expire. Ok. Parce qu'en fait, la vraie valeur de cette péniche, c'est pas vraiment le bien en lui-même, Ouais. qui est d'ailleurs pas un bien immobilier, c'est un bien mobilier. Bah oui, tout à fait. Ouais. Donc là, on se serre la main, tu me donnes l'argent et c'est à toi, Ouais. quoi. Il n'y a pas de passage chez Ouais. le notaire obligatoire ou machin, quoi. Ouais, oui. Et, Ouais. et elle marche, la péniche? Là, Non, le moteur a été enlevé. Ok, le moteur est C'est ma salle de bain aujourd'hui. Ils ont Ok. transformé Ok. la salle des moteurs Donc elle est en. vraiment ici, à quai. tu peux Exactement. pas- ok. Si elle doit être bougée, d'ailleurs, je crois qu'elle doit être bougée tous les 20 ans pour refaire un peu la coque ou machin. Donc ça, c'est un coût Ouais. à prendre en compte. Donc Mais- là, c'est un autre bateau qui vient, qui C'est ça. l'attire. Mais là, vu qu'on est très proche de Paris, Ouais. la place, elle coûte cher. Ok. Je regardais un peu combien ça pouvait coûter. Donc la barque, quoi, Ouais. le bas de la péniche, ça coûte à peu près 40 000 €. Ok. Une péniche comme ça, qui est une Freycinet, ça fait 39 mètres 50 de long. Ouais. Et je pense qu'en travaux, là, il y en a pour 300 000 €. Ok. Donc tu es sur un truc potentiel à 350 000 balles. Ouais. Et la péniche est vendue à 1,6 million. Ouais. Enfin, il vendu. Essaye de se vendre. Et essaye de se vendre. Elle Oui. va pas partir très Mais loin t'as de pas, ce prix. du coup, comme c'est du bien mobilier, tu n'as aucun historique en plus. Tu peux pas savoir combien Non. ça s'est vendu, les précédentes, les voisins, les trucs. Non, tu peux demander, hein, mais C'est compliqué. Ouais. tu peux pas vraiment savoir. Du coup, ça fait que c'est quand même des biens coup de cœur. Mm. Quand tu regardes les gens qui habitent sur les péniches autour, il y a des artistes, mais souvent des artistes qui ont gagné un peu d'argent parce que ça Ouais. coûte cher. Il y a un des fondateurs de Vipi qui est la péniche juste à Ok. côté. Il y a le dirigeant d'un gros fonds d'investissement IMO. Ok. C'est des entrepreneurs ou des artistes, quoi. Ouais, d'accord. Parce que je pense vie un petit peu atypique. Ouais, un peu Et marginal, aussi, ouais. je ne sais pas si c'est lié au mode de vie ou au fait qu'ils n'ont pas une fiche de paye correcte. Ouais, c'est possible aussi. C'est possible. Ouais, Et- vraiment. Et je pense que c'est un petit mélange des deux, quoi. Ouais. Ok. Voilà un peu sur la péniche. Qu'est-ce que je peux en dire de plus? Ouais, donc si en fait vous arrivez à trouver une place dans un port qui est un peu coté, je Mm. crois qu'ici pour avoir un anneau ici à côté de Paris, c'est plusieurs années d'attente, etc. Ouais. Vous pouvez après avoir un projet. Mais t'as pas d'équivalent de pas de porte, par contre. Tu payes pas Non, un droit pas au vraiment. bail, un truc. Pas vraiment, parce qu'en fait, l'exploitation commerciale de la péniche, elle est relativement limitée. Ouais, ok. D'ailleurs, s'ils apprennent que tu fais tu fous un bureau, Ouais. ou tu fais une activité où je sais pas, je faisais un studio de podcast et je le Ouais. louais à l'heure, machin et tout, ils pourraient venir me demander plus cher pour la place. Eh oui, ok. Ça serait plus une place. Là, c'est vraiment habitation. Exactement. Ok, très clair. Voilà un peu le. Check le. Je sais pas si t'avais assez de place sur la carte. On est toujours bon. C'est bon? Ouais. Faudra couper. Merci, c'est cool. Franchement, d'avoir des infos un peu sur cette péniche. tu Ouais, vois, je sais pas encore s'il y a ouais. du gros business à faire sur les péniches. Ouais, Je suis pas assez tourné. J'ai 2 potes qui se sont chauffés là, qui en ont acheté une ouais, pour la mettre à La Rochelle, autour de La Rochelle. ok. Et on va Nous, il y suivre en a un pas peu mal leur à aventure. Toulouse, nous, dans le centre-ville, parce qu'il y a Ouais. le canal du Midi qui passe en plein milieu. Il y en a beaucoup, tu vois. Et je connaissais une personne qui avait une agence de com, pour le coup, qui avait acheté une péniche. Ils ont fait leur bureau à l'intérieur, tu vois. Ok, Donc c'est aussi atypique, tu vois, ça va bien avec l'agence de com et tout. mais c'est très sympa. Nous, on fait venir régulièrement des entrepreneurs, des Ouais. potes entrepreneurs Ouais. qui viennent même avec leur équipe et tout. Parfois, on est 15 à bosser là. Ouais. Et c'est un vrai kiff, quoi. Ouais, c'est pas mal. C'est sympa. En tout cas, moi j'aime bien l'expérience, franchement. C'est cool. Ouais. Bon, merci Jérémy. Avec plaisir. Tu veux ajouter quelque chose pour Non, finir écoutez, allez écouter, ça fait un bail. Bah ouais, grave. Et Château Story pour le château si vous voulez découvrir Yes. les folles aventures des apprentis châtelains. Ouais, et on vous met tout en description, comme d'habitude. Le lien vers Parfait. Château Story, le lien vers Ça fait un bail. Voilà. Et puis si vous êtes intéressé par créer un podcast, évidemment, vous contactez aussi Jérémy sur Instagram, c'est Ça fait un bail. Ouais, exactement. Et vous trouverez aussi les infos pour le contacter sans aucun problème, partout en tapant son nom ou son podcast. Voilà. Et n'oubliez pas les 5 étoiles pour Ouais, monitorer ça fait aussi. longtemps ça que les gens ils font plus, je crois. Ouais, mais il faut dur, continuer. d'avoir, Je continue à le dire. Hein. Ouais. Mettez-nous des avis 5 étoiles avec un petit clic sur rédiger un avis. Pas que les 5 étoiles, il faut écrire aussi sur Apple Podcast. Voilà. C'est ça. Spotify, un jour peut-être. Il n'y a toujours pas. Tu peux que cliquer Sur je les crois, tu peux épisodes. rien écrire. Tu peux laisser des, Ah, sur les épisodes, tu peux tu peux laisser laisser des commentaires sur les épisodes. Ouais, c'est vrai. Mais il faut chercher, je crois.
pour le faire. Ouais. Et après, toi, il faut que tu répondes. Après, il faut répondre aussi. Voilà. Merci à tous d'être là. Ciao, ciao, à bientôt.